Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous allons parler du magnétisme comme première application, où le spin va intervenir, vous en doutez bien. Il y a pas mal de choses à voir pour le magnétisme, pendant ça, et nous allons avoir besoin d'un outil, d'un effet quantique, qui a priori n'a rien à voir avec le magnétisme, mais qui nous sera très utile. Et cet effet quantique, c'est l'effet tunnel. Donc nous allons commencer par là. Alors supposons qu'on ait une situation avec une barrière de potentiel de valeur V et une particule qui arrive sur la barrière. Donc une barrière de potentiel V, ça veut dire en fait qu'il y a une force qui freine la particule et l'empêche d'avancer, et plus exactement, il y a une force ici. C'est la discontinuité qui compte la variation, une force qui la freine ici et une force qui la réaccélère ici. Donc si la particule a une certaine énergie E, dans la barrière, à cause de cette force qui la freine, elle va avoir l'énergie E-V, et une fois sortie de la barrière, elle retrouve son énergie initiale E. Et donc elle va moins vite dans la barrière. Si on considère une particule classique, comme une bille, devant traverser une région où il y a un obstacle qui peut la freiner, puis la repousser, colline par exemple. Alors si son énergie est supérieure à V, elle va avoir une énergie E-V dans la barrière, elle va aller plus lentement en grimpant la colline, puis en redescendant, elle retrouve sa vitesse, mais elle traverse la barrière, elle traverse cette limite. Si elle a une énergie E qui est inférieure à la valeur V, inférieure à la valeur du potentiel, alors elle n'a pas assez d'énergie pour traverser. E-V serait nul ou négatif. Pas assez d'énergie, et donc elle va rebondir. Typiquement, la bille va arriver sur la colline, monter, mais pas assez fort, et redescendre. Ou pour prendre un autre exemple, une balle de tennis que l'on lance contre un mur, il faudrait déjà vraiment la lancer fort pour qu'elle traverse le mur, elle va simplement rebondir sur le mur. Considérons maintenant une particule quantique. Dans ce cas-là, une particule quantique est plutôt comme une onde. Ce n'est pas une petite bille comme ça, on sait qu'elle a une représentation comme une onde. En fait, la barrière va la déformer comme ceci. Elle aura une probabilité nulle ou faible de se trouver dans la barrière. Mais l'onde reste étalée dans l'espace. C'est une simple conséquence du principe de détermination de Heisenberg. L'onde reste étalée pour une certaine énergie. Et il y a donc, pour la particule, même quand elle arrive de ce côté-ci, elle a une petite probabilité, ici, de se retrouver de l'autre côté. Et donc, elle a une certaine probabilité, petite probabilité, de passer à travers la barrière. Ce phénomène est appelé effet tunnel. Un peu comme s'il y avait, c'est une image, comme s'il y avait un tunnel qui lui permettait de passer à travers la barrière. Il n'y a pas de tunnel, c'est juste une image. Et de plus, on voit facilement l'influence de la largeur de la barrière. Si la barrière est beaucoup plus fine, alors l'onde va être comme ceci. Et donc, nettement plus de chances de se trouver de l'autre côté. Si par contre la barrière est très large, alors l'onde va être comme ceci, et il y a une minuscule, infime probabilité qu'elle se retrouve de l'autre côté. Donc, la particule quantique a d'autant plus de chances de passer que la barrière est fine, petite, peu épaisse. Le calcul de l'effet tunnel est assez facile et on vérifie que ça diminue
exponentiellement avec la largeur de la barrière. Donc quand la barrière grandit, la probabilité de passage diminue très vite, exponentiellement. Cette largeur, typiquement, est microscopique. Ça se comprend, puisque, on le voit, c'est notable, la probabilité, si la largeur de la barrière n'est pas trop grande par rapport à l'étalement de la particule. Et on sait qu'à cause de la constante de Planck extrêmement petite, l'étalement de l'onde des particules est typiquement de l'ordre microscopique, comme la taille d'un atome. Et les barrières tunnels qui sont rencontrées dans les applications ou dans des phénomènes physiques sont typiquement du millième de millimètre, fin comme un cheveu, même pas, ou même encore bien plus petit, de la taille d'un atome, ou même encore plus petit. Alors, il y a des applications typiques, certaines qu'on ne va pas creuser ici. Par exemple, dans les diodes, qui est un composant électronique, il y a la diode à effet tunnel. Ou encore ce qu'on appelle la jonction Josephson dans les supraconducteurs, où on a deux pistes métalliques supraconductrices avec une petite barrière isolante. Et le courant passe à travers cette barrière par effet tunnel, avec divers effets qui peuvent être exploités pour concevoir des circuits électroniques. Un autre exemple intéressant, c'est la radioactivité. Alors qu'est-ce que c'est que la radioactivité? C'est un noyau atomique, noyau d'un atome. Pour certains éléments, il est instable. Son énergie est trop grande et il a tendance à perdre une partie de son noyau, une partie des particules. Typiquement, ce qui est le plus rencontré, c'est l'émission d'un électron, radioactivité bêta, ou encore d'un noyau d'hélium, c'est-à-dire une particule dite alpha, composée de 2 protons et 2 neutrons. Typiquement, c'est souvent ça qui est émis parce que cet assemblage est particulièrement stable. On rencontre aussi d'autres formes moins fréquentes, émission de protons, de neutrons ou même d'anti-électrons. Et également l'émission de photons, mais mécanisme un peu différent de ce qu'on voit ici. Comme le noyau a trop d'énergie, la particule qui va s'échapper a assez d'énergie pour s'éloigner du noyau et avoir cette radioactivité, cette émission de particules radioactives. Ces particules émises sont très énergétiques d'ailleurs. C'est dû au fait que le noyau est très petit avec des énergies énormes. Et donc les particules qui sont émises en radioactivité sont très souvent extrêmement énergétiques et peuvent faire des dégâts. Dans les atomes, les molécules, c'est pour ça que la radioactivité est dangereuse. Mais la particule n'a pas assez d'énergie pour sortir du noyau. Sinon, cet assemblage de noyaux instables serait tellement instable qu'il ne se formerait même pas. Les particules ne pourraient pas rester dedans, on n'aurait pas un noyau identifiable. Il faut au moins que ça soit stable au moins un petit peu de temps pour qu'on puisse dire qu'on a un noyau radioactif d'une certaine nature. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'en échapper? Parce qu'il est lié par les forces nucléaires et cette énergie est suffisante pour le retenir. Du moins si c'était une particule classique. Cette liaison se présente comme une barrière de potentiel. Si on trace la distance au centre du noyau de l'atome, typiquement la largeur du noyau, l'énergie de la particule, électron, particule alpha, alors ça prend typiquement une forme comme ceci pour le potentiel qui la lie au noyau, avec une chute brutale à la sortie du noyau. Et dans cette limite, la particule a une certaine énergie E qui la lie à l'intérieur du noyau. Mais elle peut traverser cette barrière par effet tunnel et s'échapper. De plus, comme l'effet tunnel dépend de l'épaisseur de la barrière
et que cette épaisseur varie d'un atome à l'autre, d'un noyau à l'autre, et comme ça la variation est exponentielle, qui diminue très vite, cela explique d'énormes disparités entre les noyaux. Donc le fait qu'elle ait une certaine probabilité de s'échapper fait que, en une certaine période de temps t, qui est appelée demi-vie, elle va avoir une chance sur deux de s'échapper. C'est la demi-vie d'un atome radioactif. Et à cause de cette décroissance exponentielle des différences d'un atome à l'autre, la barrière de différentes épaisseurs, on a des variations extrêmes. Certains atomes ont une demi-vie qui se chiffre en microsecondes, même moins, et donc très très vite, ils se désintègrent. Et d'autres ont des durées de demi-vie de plusieurs milliards d'années. L'uranium, par exemple, a une demi-vie de plus d'un milliard d'années. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a cette très longue durée de vie qu'on le trouve dans la nature. S'il se désintégrait trop vite, on n'en trouverait plus. Donc voilà pour la radioactivité, c'est suffisant. Un autre exemple intéressant qui va nous être encore plus utile quand on parlera du ferromagnétisme, c'est la molécule d'ammoniac. Alors la molécule d'ammoniac, c'est NH3. C'est-à-dire un atome d'azote lié à 3 atomes d'hydrogène, par des liaisons chimiques comme celles que nous avons parlé. Et les 3 atomes d'hydrogène forment un plan, un triangle, et l'atome d'azote est situé un peu comme un tétraèdre, une pyramide. L'atome d'azote est situé d'un côté de ce plan des hydrogènes. Mais l'atome d'azote pourrait aussi se trouver de l'autre côté du plan. C'est tout à fait symétrique. Et d'ailleurs, ça pourrait être obtenu simplement en retournant la molécule. Ces deux états ont une certaine énergie, on peut noter E. L'état qu'on va appeler gauche et l'état qu'on va appeler droit, qui ont tous les deux une énergie E. Donc, tous les deux, à la même valeur, c'est totalement symétrique. Comme j'ai dit, on peut l'obtenir simplement en le retournant. Mais même si l'azote, si on ne retourne pas la molécule, même si elle reste fixe, l'azote a une certaine chance de passer entre les atomes d'hydrogène à travers le plan. Donc l'azote a une certaine probabilité de traverser une certaine amplitude quantique de valeur A, de passer à travers par effet tunnel. Donc l'effet tunnel fait que l'atome d'azote peut basculer de l'autre côté sans devoir retourner la molécule. Et on montre alors qu'on a 2 états superposés, l'état gauche plus droit et l'état gauche moins droit. 2 états possibles de superposition quantique. Et on peut aussi calculer leur énergie, et on trouve que l'on a E plus A, et l'autre E moins A. Donc il y a une petite différence d'énergie entre ces 2 états. De plus, l'azote, la molécule se met volontiers dans l'état d'énergie la plus basse, bascule dans cet état-là en émettant un rayonnement, et donc il a tendance à se mettre dans l'état d'énergie E-A. Cet effet a été utilisé très tôt pour la conception d'un maser. Alors qu'est-ce que c'est qu'un maser? Mais c'est comme le laser, mais avec un M à la place. Laser, ça veut dire émission de lumière, le L, par émission stimulée. Et maser, c'est le même, mais le M, c'est pour micro-ondes, des ondes radio de courte longueur d'onde. Typiquement comme celle des fours micro-ondes. Donc, le maser a été la première application
la première conception d'un dispositif de ce genre, et d'ailleurs même avant le laser. Le laser est arrivé peu après, donc avec de la lumière cette fois-ci, et c'était le laser à rubis. Mais avant cela, on a fait le maser à ammoniac. Alors qu'est-ce qu'on fait? On excite. Donc on envoie les atomes d'ammoniac dans une cavité où on envoie des micro-ondes d'énergie typiquement 2A. Donc de fréquence telle que c'est égal à 2A, donc E égale H nu hein, pour des photons. Donc on choisit une fréquence, une longueur d'onde telle que H nu est égal à 2A. Et donc ça excite, sont absorbés par les molécules d'ammoniac qui s'excitent et passent dans l'état E plus A. Puis ces atomes vont dans une cavité qui est dimensionnée de telle manière qu'elle puisse sur les parois refléter des micro-ondes de la bonne longueur d'onde, correspondant là aussi à 2A. Et les atomes, en passant dedans, vont se désexciter, émettre des micro-ondes, et il y a un effet d'émission stimulée, exactement comme celui dont nous avions parlé. L'effet grégaire des bosons. Et cela alors produit un rayonnement intense de micro-ondes cohérent, directionnel, l'effet Maser, qui fut la première application. Voilà, donc c'est suffisant ici, mais retenons bien ce phénomène d'échange de position de l'azote et des états superposés, dont un d'énergie plus faible. Ça nous sera utile. Et donc maintenant on est outillé, on a ce qu'il faut pour comprendre la suite. On va aborder le magnétisme.